Ma mère m'a laissé une cabane en ruine à Hawaï, ma sœur a reçu un manoir de 1,2 million de dollars à Miami. Mon fiancé m'a traité de perdante pathétique et m'a quitté pour elle. En désespoir, je suis allé à la cabane. Puis j'ai trouvé quelque chose d'une valeur de 300 millions de dollars. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 31 ans. Et jusqu'à la semaine où l'avocat de ma famille a lu le testament de ma mère, je croyais honnêtement que le chagrin venait par étapes. D'abord le choc, puis le deuil, puis le silence. J'avais tort. Parfois, tout frappe en même temps. Ma mère m'a laissé une cabane en ruine sur la grande île d'Hawaï. Le genre d'endroit que la plupart des gens démoliraient sans y penser à deux fois. L'autre héritage est allé ailleurs, à une vie de sol en marbre poli, de vue sur l'océan à Miami, et à tout ce qui ressemblait au succès de l'extérieur. Le soir même, l'homme que je devais épouser a laissé tomber ma bague sur la table, m'a regardé droit dans les yeux et m'a traité de perdante pathétique. Puis il est parti et a choisi le côté de la famille qui avait déjà rendu douloureusement clair où je me situais. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai pleuré ou supplié ou fait un discours dramatique sur la loyauté. Je ne l'ai pas fait. J'ai réservé un aller simple pour Hawaï, j'ai conduit sur des routes volcaniques noires sous un ciel qui semblait trop silencieux, et je me suis tenu devant cette cabane délabrée avec une seule valise, dans une rage si profonde qu'elle en paraissait presque pure. Les fenêtres étaient fissurées, le porche s'affaissait, et tout l'endroit sentait le sel, la poussière et les vieux secrets. Je pensais que ma mère m'avait laissé là pour être oubliée. Je pensais que cette cabane était la preuve qu'à la fin, même elle avait choisi quelqu'un d'autre à ma place. Mais la première nuit où je suis entré, j'ai trouvé quelque chose de caché sous des années de pourriture et de négligence. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la pire partie de mon histoire n'était pas la trahison. C'était ce qui s'est passé après que j'ai découvert exactement pourquoi cette cabane m'avait été laissée. Avant de vous dire ce que j'ai trouvé dans cette cabane et pourquoi cela a retourné toute ma famille contre elle-même, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Parce que je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire porte. Au moment où j'ai eu 13 ans, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tard dans la vie. Dans certaines familles, l'enfant qui demande le moins devient lentement celui que tout le monde se sent le plus en sécurité de décevoir. Mes parents n'ont jamais dit qu'ils aimaient Sabrina plus qu'ils ne m'aimaient. Ils n'en avaient pas besoin. L'amour se manifeste par des schémas, et notre maison était construite sur eux. Si Sabrina oubliait une échéance importante à l'école, ma mère appelait les professeurs et arrangeait les choses. Si j'oubliais quelque chose, j'avais droit à un discours sur la responsabilité. Si Sabrina voulait une nouvelle robe pour un événement, mon père trouvait une raison de l'approuver. Si j'avais besoin d'argent pour une sortie scolaire, on me demandait si c'était vraiment nécessaire. Ce qui est étrange, c'est que je les ai défendus pendant des années. Je me disais qu'ils essayaient juste de maintenir la paix. Je me disais que les filles aînées recevaient plus d'attention parce qu'elles étaient plus bruyantes et plus difficiles à gérer. Je me disais que cela n'avait pas d'importance parce que j'étais assez forte pour gérer la déception. Mais la force devient coûteuse quand tout le monde autour de vous continue de la dépenser. Quand la situation financière de la famille s'est améliorée après le décès de ma grand-mère Eleanor Hale, qui a laissé une fiducie compliquée liée à des terres sur la Grande Île, l'écart entre Sabrina et moi s'est creusé de manière impossible à ignorer. Mes parents ont amélioré la maison. Sabrina a amélioré sa vie. J'ai amélioré ma capacité à rester silencieuse. Elle a eu la voiture avec le meilleur pack d'options parce qu'elle devait faire bonne impression. J'ai eu la berline d'occasion plus tard parce qu'elle était toujours fiable et que j'étais pratique. Elle s'est bâtie une audience en ligne avant même que la plupart des gens de son âge ne comprennent ce que cela pouvait devenir. J'ai bâti un CV. Elle a appris l'éclairage, les angles, les légendes, et comment faire de chaque brunch un événement privé. J'ai appris à gérer le temps, à étirer un budget et à m'asseoir avec des familles traversant des épreuves qu'aucune somme d'argent ne pourrait réparer. Quand je suis parti à l'université, j'ai fait attention à chaque date limite de bourse comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai travaillé à temps partiel, puis à temps plein pendant les étés, puis de nouveau à temps partiel tout en terminant mon diplôme. Sabrina flottait entre des partenariats de marque, des appartements élégants et des histoires dramatiques qui se terminaient toujours avec quelqu'un d'autre nettoyant le vrai désordre. Mes parents la trouvaient excitante. Ils me trouvaient stable. L'excitant est célébré. Le stable est utilisé. Même alors, je voulais que nous soyons une vraie famille. Je prenais l'avion pour les vacances.
J'achetais des cadeaux attentionnés. Je me souvenais des anniversaires. J'assistais à des dîners où Sabrina dominait chaque conversation avec le nombre de ses abonnés, les ouvertures d'hôtels et les gens que mes parents étaient soudainement devenus désespérés d'impressionner. Puis on me demandait comment allait le travail, et avant que je puisse répondre correctement, le sujet revenait à son dernier voyage ou à son nouveau contrat. Le pire, c'est que mes parents n'étaient pas assez cruels pour que ce soit évident. Ils étaient subtils. Ils étaient polis. Ils étaient le genre de personnes qui pouvaient vous blesser tout en ayant l'air de vous soutenir. Tu es juste différente, disait ma mère avec sa voix douce. Tu n'as pas besoin du même genre d'attention. Peut-être qu'elle le croyait. Peut-être que cela l'aidait à dormir. J'ai construit ma vie à San Diego parce que c'était l'un des premiers endroits où je me sentais vu pour qui j'étais vraiment. Je travaillais comme coordinatrice de programme pour une organisation à but non lucratif axée sur l'accès à l'éducation. Mes journées étaient remplies de dates limites de subventions, de partenariats scolaires, de réunions de parents, de bons d'alimentation d'urgence, d'horaires de tutorat et de petites victoires que personne ne publiait en ligne parce qu'elles étaient trop réelles pour être jolies. J'adorais ça. J'adorais être utile d'une manière qui comptait vraiment. J'adorais aider les enfants à qui on avait dit de ne pas attendre grand-chose du monde à apprendre que l'effort pouvait encore ouvrir une porte. J'adorais prouver que le soin et la compétence avaient encore de la valeur, même lorsque les gens avec des vies plus bruyantes obtenaient plus d'attention. Puis Ethan est entré dans ce monde et m'a fait croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui le respectait. Au début, il l'a fait. Au début, il me regardait comme si la détermination était belle. Il posait des questions sur mon travail et écoutait réellement les réponses. Il se souvenait des détails. Il envoyait du café à mon bureau quand j'avais de longues journées. Il proposait de l'aide pour la stratégie de collecte de fonds et ne m'a jamais fait sentir petite pour ne pas vouloir le genre de vie que les gens exhibent en ligne. Quand il m'a demandé en mariage après 3 ans ensemble, j'ai dit oui parce que je pensais dire oui à un homme qui comprenait la différence entre le succès et la valeur. Je ne savais pas encore que certains hommes admirent une femme pour être équilibrée seulement jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre femme qui peut leur donner l'impression d'être plus grand. La première année avec Ethan était calme, de la manière dont le vrai bonheur l'est souvent. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas bruyant. C'était le café du samedi matin, les listes de courses sur le comptoir, les playlists partagées dans la voiture, et le genre de conversation qui vous font croire que vous construisez quelque chose de solide plutôt que de simplement le jouer. Il travaillait dans la stratégie de produits pour une entreprise d'agritech qui aimait les mots comme disruption et innovation. Mais quand nous n'étions que tous les deux, il semblait fatigué de la performance. Il disait que j'étais la première personne qui lui donnait l'impression de ne pas avoir à impressionner qui que ce soit. J'aurais dû prêter plus d'attention au fait qu'il disait cela si souvent. Les gens obsédés par le fait d'être vus finissent par se mettre en colère contre la personne qui les a rencontrés avant qu'il n'ait fini de s'inventer. Au début, ma famille l'aimait parce qu'il était poli, éduqué et ambitieux de manière respectable. Ma mère aimait qu'il sache parler aux donateurs et aux cadres sans paraître maladroit. Mon père aimait qu'il puisse tenir une conversation sur l'infrastructure et la durabilité. Sabrina aimait qu'il soit beau sur les photos à l'époque. J'en ai ri. Je leur ai même fait confiance les uns avec les autres. Cette confiance me semble embarrassante à y penser maintenant. Ethan et moi nous sommes fiancés discrètement. Pas de surprise élaborée, pas de violoniste sur un toit, pas de caméra cachée dans un arrangement floral. Juste un dîner, une longue promenade et une question simple qui semblait sincère. J'ai adoré ça. Je pensais que cela signifiait que nous choisissions la substance plutôt que le spectacle. Pendant un certain temps, cela semblait encore vrai. Puis sa carrière a commencé à s'accélérer, et avec elle est venue une version d'Ethan que je n'avais jamais complètement rencontrée. Il a commencé à voyager davantage. Il passait plus de temps avec des investisseurs, des fondateurs et des gens qui parlaient comme si tout dans la vie était un pitch deck. Il a commencé à mesurer le temps en opportunités au lieu de jours. Il a commencé à parler d'échelle, d'accès, de cercle premium et du genre de pièce dans laquelle nous devrions essayer d'entrer. J'ai remarqué le changement lentement, de la même manière que vous remarquez une fissure dans un mur après avoir prétendu pendant des semaines que ce n'était qu'une ombre. Il est devenu plus agité avec mes routines, moins patient avec les parties de moi qu'il avait autrefois semblé le calmer. Il disait qu'il aimait que je sois équilibré. Puis il a commencé à m'appeler prudente. Il disait que mon travail comptait. Puis il a commencé à me demander si j'avais déjà envisagé de faire quelque chose de plus grand.
Plus grand signifiait plus riche. Il le disait rarement clairement au début, mais c'était là. Puis Sabrina a déménagé à Miami à plein temps et sa marque a décollé d'une manière qui a fait agir mes parents comme s'ils avaient élevé une célébrité au lieu d'une femme qui louait la moitié de son image et tout son charme. Soudain, chaque conversation familiale incluait le nombre de ses abonnés, ses partenariats, le restaurant où on l'avait vu, les gens qui la repartageaient. Ethan y prêtait attention d'une manière que je n'aimais pas, puis d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Il a commencé à poser plus de questions sur elle. Il a commencé à louer sa stratégie. Il disait qu'elle comprenait la visibilité d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Il disait que le monde récompense les gens qui savent se positionner. Je me souviens d'un dîner à Los Angeles où nous étions tous ensemble et où Sabrina est arrivée en retard dans une tenue blanche qui semblait trop chère pour s'y asseoir confortablement. Elle est entrée en parlant déjà, en riant déjà, faisant déjà en sorte que la pièce tourne autour d'elle. Ethan la regardait comme les hommes regardent une version de la vie qu'ils pensent devoir désirer. C'était la première nuit où j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la reconnaissance. Après cela, la comparaison a commencé. Pas d'un seul coup. Ethan était trop intelligent pour ça. Il les a introduites progressivement, presque doucement, comme s'il voulait que je l'aide à me manquer de respect. Il disait, Sabrina comprend comment les gens fonctionnent. Il disait, Sabrina sait comment prendre une pièce. Il disait, Sabrina pense plus grand que la plupart des gens. Une fois, après que j'ai refusé une offre d'emploi qui aurait doublé mon salaire mais m'aurait éloigné des étudiants et des familles auxquelles je m'étais engagé. Ethan m'a regardé de l'autre côté de la cuisine et m'a demandé si j'allais un jour arrêter de choisir le significatif plutôt que le réussi. Je lui ai demandé ce qu'il pensait que le succès signifiait. Il n'a pas répondu tout de suite. Cela aurait dû tout me dire. À la 2e année de nos fiançailles, il était devenu impatient de la vie que nous appelions autrefois la nôtre. Il voulait un meilleur code postal, un cercle social plus fort, une ascension plus rapide. Il voulait la version de l'ambition qui vient avec des témoins. Sabrina nourrissait cette partie de lui à chaque occasion. Elle complimentait ses instincts. Elle riait à ses blagues plus longtemps que nécessaire. Elle lui disait qu'il était gâché par une pensée étriquée. Elle l'a dit devant moi une fois et a souri comme si nous étions tous complices du même jeu inoffensif. Nous ne l'étions pas. J'ai essayé de nous maintenir ensemble parce que c'est ce que les femmes comme moi sont formées à faire. J'ai planifié des dîners. J'ai suggéré des week-ends. J'ai commencé à blâmer le stress, le travail, les voyages, tout sauf ce qui était juste devant moi. Je voulais croire que les hommes ne dérivent généralement pas vers votre sœur tout en dormant encore dans votre lit et en vous demandant ce que vous voulez pour le dîner. Puis mes parents ont disparu après avoir quitté Hawaï et tout ce qui restait entre la vérité et la performance dans ma vie s'est effondré du jour au lendemain. L'appel est arrivé un mardi gris qui semblait déjà anormal avant que je sache pourquoi. J'étais à mon bureau à San Diego, en train d'examiner une proposition de financement pour un programme d'alphabétisation, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro de Los Angeles que je ne reconnaissais pas. La femme à l'autre bout du fil s'est présentée avec le ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de ne pas faire exploser la vie d'un étranger trop rapidement. Elle m'a dit qu'il y avait eu des conditions météorologiques sévères sur le Pacifique. Elle m'a dit que le petit vol charter de mes parents quittant Hawaï avait rencontré des difficultés. Elle m'a dit qu'il y avait eu une perte de contact d'urgence, une récupération incomplète des informations et des efforts de recherche compliqués par le terrain et les dégâts de la tempête. Les mots me sont parvenus par bribes. Au moment où je les ai compris, je m'étais déjà levé si vite que ma chaise a heurté le mur derrière moi. Je ne me souviens pas avoir fait un sac. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à Los Angeles. Je me souviens de l'autoroute qui devenait floue. Je me souviens m'être arrêté une fois parce que mes mains tremblaient trop pour faire confiance aux lignes de la voix. Je me souviens avoir appelé Sabrina et avoir entendu de la musique en fond sonore avant qu'elle ne réponde enfin. Elle a semblé choquée pendant environ 10 secondes, puis concentrée. C'est le seul mot que j'ai pour cela. Concentré. Pas le cœur brisé, pas désorienté. Concentré. Au moment où je suis arrivé à Los Angeles, les amis de ma mère appelaient déjà. Les collègues de mon père envoyaient déjà des textos. Et Sabrina parlait déjà de gérer le narratif parce que les gens en ligne avaient commencé à demander pourquoi elle avait annulé un dîner de marque à Miami à la dernière minute. Les 2 semaines suivantes ont été comme vivre à l'intérieur de la paperasse et du deuil en même temps.
il y avait des réunions avec des avocats, des mises à jour avec un langage vague, des formulaires qu'aucune fille ne devrait avoir à signer, tout en espérant que quelqu'un pourrait entrer par la porte et rendre tout cela inutile. J'ai géré la plupart des choses parce que j'avais toujours géré la plupart des choses. Sabrina faisait des allers-retours entre les apparitions, les appels et ce qu'elle appelait des engagements. Ethan est venu avec moi au début au rendez-vous et aux réunions de planification du mémorial. Il m'a tenu la main. Il a dit aux gens que j'étais plus forte que quiconque ne le savait. Puis, peu à peu, il s'est éloigné. Il a cessé de passer la nuit. Il a commencé à prendre des appels dans d'autres pièces. Il regardait trop souvent son téléphone. Le deuil aiguise certaines vérités et en engourdit d'autres. J'ai senti qu'il s'éloignait de moi avant de comprendre pleinement à quel point. Le mémorial était petit parce qu'il y avait encore de l'incertitude et parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de transformer la douleur en un événement public. Sabrina n'était pas d'accord. Elle voulait quelque chose de plus grand, de plus propre, de plus visible. Elle n'arrêtait pas de dire que les gens avaient besoin de tourner la page. Ce qu'elle voulait dire, c'est que les gens avaient besoin de contenu. Puis est venue la lecture du testament. Nous étions assis dans un bureau tranquille à Los Angeles, en face de Margaret Holloway, l'avocate que ma famille utilisait depuis des années. La pièce sentait légèrement le papier, le cuir et l'air conditionné froid. L'expression de Margaret ne trahissait rien. Elle a lu chaque ligne avec un calme professionnel, et chaque phrase semblait plus irréelle que la précédente. On laissait à Sabrina un manoir à Miami évalué à 1,2 million de dollars, ainsi que des actifs liquides et certains comptes de placement. On me laissait la vieille cabane de ma grand-mère sur la Grande Île, une structure négligée sur des terres protégées avec des droits de développement limités et un historique d'entretien qui la faisait ressembler plus à un fardeau qu'à un héritage. Je me souviens avoir fixé Margaret comme si elle allait soudainement rire et admettre que c'était incomplet. Elle ne l'a pas fait. Sabrina a expiré lentement, puis a baissé les yeux dans une performance d'humilité si polie qu'elle m'a presque impressionné. Je suis sorti de ce bureau avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et réarrangé chaque souvenir que j'avais de ma mère. Ce soir-là, Ethan est venu à mon appartement. Il ne s'est pas assis tout de suite. Il est resté debout, ce qui, je le réalise maintenant, était parce qu'il avait déjà décidé de ne pas rester. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment construire un avenir avec quelqu'un à qui on avait donné une cabane en décomposition alors que le véritable avenir était clairement allé ailleurs. Il a dit que j'avais passé toute ma vie à accepter trop peu et à appeler cela de l'intégrité. Il a dit que j'étais trop à l'aise d'être négligé. Puis il a posé ma bague de fiançailles sur la table et m'a regardé avec une sorte de déception que seuls les lâches ressentent lorsque quelqu'un d'autre ne parvient pas à devenir assez utile. Il m'a traité de perdante pathétique. C'étaient ses mots exacts. Je me souviens encore du silence de la pièce après qu'il les ait prononcés. Il est parti avant que je puisse répondre. Et le week-end suivant, il était à Miami avec Sabrina. J'ai appris cela de la même manière que tout le monde, par une photo souriante qu'elle a publiée depuis un restaurant sur un toit avec la légende sur les chapitres inattendus et le choix de la vie qui semble vous être destiné. Je n'ai pas pleuré. J'ai réservé un aller simple pour Hawaï. La cabane était pire que ce que la description légale avait suggéré. Le porche s'affaissait. Une fenêtre avait été barricadée de l'intérieur. L'air salin avait rongé les installations métalliques. L'intérieur sentait le vieux bois, la poussière, la moisissure et les années d'abandon. J'ai passé la première journée à nettoyer parce que si j'étais resté immobile, j'aurais pu m'effondrer. La deuxième nuit, en tirant une malle de rangement déformée loin du mur dans ce qui était la chambre de ma grand-mère, j'ai remarqué une section de plancher qui sonnait creux sous mon poids. Je l'ai ouverte avec l'arrière d'un marteau et j'ai trouvé une boîte en métal scellée nichée sous les planches. À l'intérieur se trouvaient des documents, pas d'argent, pas de bijoux, des documents. Des attributions de fiducie, des dépôts de brevets, des structures de licence, de la correspondance avec des avocats, des mémorandums sur l'utilisation des terres, des notes manuscrites de ma grand-mère et de ma mère. Et une évaluation sommaire qui m'a fait m'asseoir si durement que la poussière s'est soulevée autour de moi. Le cadre de la propriété intellectuelle et du contrôle des terres liées à un portefeuille d'agriculture durable et de résilience hydrique avait une valeur estimée dépassant les 300 millions de dollars au fil du temps. Je l'ai lu 3 fois parce que mon cerveau refusait d'accepter le chiffre. Puis j'ai continué à lire et j'ai réalisé quelque chose d'encore plus grand. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était un levier. C'était un héritage. C'était le genre de choses qui,
dans de mauvaises mains, pourrait être dépouillé, vendu et transformé en le type exact d'exploitation que ma grand-mère avait passé des années à essayer d'empêcher. C'est à ce moment que mon deuil a changé de forme. Je me sentais toujours abandonné. Je me sentais toujours trahi. Mais maintenant, je comprenais aussi que ma mère ne m'avait rien laissé. Elle m'avait laissé quelque chose d'assez puissant pour détruire chaque personne autour de moi si elle le découvrait de la mauvaise manière. Je devrais vous dire que j'ai fait une erreur, et une seule. J'ai gardé les documents secrets, ce qui était la bonne décision. Mais j'ai sous-estimé à quel point les gens deviennent cruels lorsqu'ils sentent qu'il y a quelque chose de caché près d'eux qui pourrait valoir de l'argent. Je suis revenu d'Hawaï avec la boîte scellée dans mon bagage à main et je l'ai enfermée dans le placard de mon appartement, derrière de vieux dossiers et des vêtements d'hiver. Je n'ai pas appelé de courtier. Je n'ai contacté aucune entreprise. Je n'ai même pas fait de copie. J'ai tout lu la nuit et j'ai essayé de comprendre ce que ma grand-mère et ma mère avaient construit. Les brevets étaient liés à des systèmes de culture durable, à des technologies de rétention d'eau et à des structures de licence à long terme conçues pour protéger les terres agricoles hawaïennes d'être englouties par le type de développement qui transforme le patrimoine en image de marque. Plus j'en apprenais, plus j'étais certaine que je ne pouvais pas laisser Sabrina ou Ethan s'en approcher. Non pas parce que je voulais tout pour moi, mais parce que je savais exactement ce qu'ils feraient. Ils vendraient les parties qui brillent et prétendraient ne pas remarquer ce qui mourrait dans le processus. Je décidais encore comment tout protéger correctement quand j'ai accepté d'assister à un petit rassemblement commémoratif à Los Angeles pour mes parents. J'aurais dû l'éviter. Je le sais maintenant. Mais le deuil vous donne fin même de la possibilité de tendresse. Et je continuais d'espérer qu'une partie de ma famille valait encore la peine d'être contactée. Le rassemblement a eu lieu dans une salle privée derrière un café que ma mère aimait. C'était simple. Café, thé, petites assiettes, photos encadrées, musique douce que personne n'entendait vraiment. Je portais du noir. Je suis arrivé tôt. J'ai disposé des cartons de table parce que personne d'autre n'y avait pensé. Ce détail seul devrait vous dire quel rôle j'avais toujours joué dans cette famille. Les gens sont arrivés par vagues. Des amis des années d'hôpital de ma mère. Des collègues de mon père. 2 cousins qui m'ont vraiment serré dans leurs bras comme s'ils le pensaient. Puis Sabrina est arrivée en retard dans un tailleur crème qui semblait avoir été choisi pour une séance photo de magazine sur le deuil de bon goût. Ethan était avec elle, une main sur le bas de son dos comme s'il s'était toujours tenu là. Pendant une seconde, la pièce a vraiment basculé. Elle a embrassé l'air près des joues des gens et a accepté la sympathie comme si elle s'y était entraînée. Il a évité mes yeux jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Quand il m'a finalement regardé, il n'y avait aucune honte en lui. C'est la partie qui a fait le plus mal. La honte aurait signifié qu'il comprenait encore ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, il avait l'air soulagé. Les discours ont commencé. Quelques personnes ont partagé des histoires chaleureuses. J'ai parlé brièvement de la patience de ma mère et de la discipline silencieuse de mon père. Ma voix s'est presque brisée une fois, mais j'ai tenu bon. Sabrina a parlé ensuite et a réussi d'une manière ou d'une autre à faire sonner 2 parents morts comme une leçon de marque sur la résilience. Les gens hochaient la tête parce que les femmes polies sont rarement interrompues lorsqu'elles mentent magnifiquement. Ensuite, alors que tout le monde se dispersait en petites conversations, Ethan s'est approché de moi avec Sabrina à ses côtés. Elle a demandé si je m'étais déjà installé dans le dépotoir hawaïen. Il a dit que je devrais probablement être reconnaissante d'avoir eu quelque chose, vu le peu de fois que ma mère avait clairement eu en ma capacité à gérer des actifs sérieux. J'ai ri une fois parce que la rage sort parfois avec un son presque calme. Sabrina a souri et a dit, peut-être que la cabane était symbolique. Peut-être qu'elle me convenait, petite, brisée, cachée loin de tout ce qui est important. Cela aurait dû être le moment où je suis parti. Au lieu de cela, j'ai fait l'erreur d'essayer de défendre ma dignité devant des gens qui avaient déjà décidé que je n'en avais aucune. J'ai dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui m'avait vraiment été laissé. Ethan a eu un sourire narquois. Sabrina s'est penchée plus près et a demandé ce que cela était censé signifier. J'ai dit, trop sèchement, que la cabane délabrée dont il se moquait contenait quelque chose de plus grande valeur que tout le marbre et les comptes bancaires pour lesquels il se félicitait. La pièce ne s'est pas tue de manière dramatique comme dans les films, mais quelque chose a changé assez vite pour que je le sente. L'expression d'Ethan a changé en premier, pas de la confusion, du calcul. Sabrina m'a regardé pendant une demi-seconde, puis a ri d'une manière conçue pour paraître méprisante tout en archivant chaque mot.
J'ai essayé de me rétracter. Je n'ai rien dit d'autre, mais c'était fait. Le lendemain matin, elle était passée à l'action. Je ne sais toujours pas si Ethan lui a fourni des détails de vieilles conversations ou si elle a tout construit à partir de l'instinct et de la cupidité. Mais en 48 heures, l'histoire s'était répandue parmi les parents, la famille, les amis, puis en ligne. La version que les gens ont entendue était que j'avais découvert des documents d'héritage cachés et que je les gardais loin de la famille. Sabrina s'est présentée comme la fille essayant d'assurer l'équité. Ethan s'est présenté comme l'homme qui s'était éloigné après avoir réalisé que j'étais malhonnête. J'ai été dépeinte comme secrète, amère, instable et avide dans l'espace de quelques jours. Puis Internet a fait ce qu'il fait de mieux. Il a rendu la version la plus laide de l'histoire divertissante. Des publications sont apparues spéculant sur une fortune cachée sur les terres hawaïennes. Les fils de commentaires se sont remplis d'étrangers décidant quel genre de fille cache les biens familiaux après une tragédie. Sabrina a commencé à publier des vidéos vagues sur la trahison, la vérité et ce qui se passe lorsque les gens silencieux ne sont pas vraiment innocents. Ethan est apparu une fois en arrière-plan d'un clip juste assez longtemps pour que les gens l'identifient et commencent à les traiter comme un couple glamour qui avait survécu ensemble à ma malhonnêteté. Mon téléphone est devenu une source d'angoisse. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont appelé pour me conseiller de faire ce qu'il fallait. De vieux amis de la famille ont envoyé des messages condescendants sur la transparence. Une tante a demandé si j'avais vraiment pensé que je pourrais garder quelque chose d'aussi précieux pour moi sans conséquence. Puis l'avis juridique est arrivé. Sabrina me poursuivait en justice pour dissimulation de biens familiaux et utilisation abusive de biens en fiducie. Elle avait engagé un avocat de renom à Los Angeles. Ethan était prêt à fournir un témoignage de soutien. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine en lisant le dossier pendant que le café devant moi refroidissait. Cela aurait été suffisant. Mais la cupidité n'était pas satisfaite avec le tribunal. Une semaine plus tard, quelqu'un s'est introduit dans la cabane à Hawaï. Un gardien local m'a appelé après avoir vérifié la propriété et trouvé la porte latérale forcée. Des tiroirs avaient été vidés. Des planches de plancher avaient été endommagées. Quiconque était entré cherchait quelque chose de spécifique. Je suis retourné en avion et je me suis tenu à l'intérieur de cette cabane, me sentant mal. Les vieux meubles de ma grand-mère avaient été poussés de côté. Des papiers d'un coffre verrouillé avaient été déchirés et éparpillés. Ils n'avaient pas trouvé les documents parce que je les avais déjà pris. Mais cela n'a pas rendu la violation moins grave. Cela l'a rendue personnelle. Quelqu'un ne s'en était pas seulement pris à la propriété. Il s'en était pris au seul endroit où l'histoire de ma famille semblait encore réelle. Mon travail a remarqué l'attention. J'ai arrêté de dormir correctement. J'ai manqué des détails. J'ai commencé à arriver tôt juste pour m'asseoir seul dans ma voiture et essayer de calmer ma respiration avant les réunions du personnel. Ma directrice était gentille, mais l'inquiétude a une façon de sonner comme de la distance quand votre vie s'effondre. On m'a demandé de prendre un congé temporaire le temps que tout se tasse. Cette phrase m'a fait rire aux éclats après la fin de l'appel. Rien dans ma vie ne se tassait. À ce moment-là, Sabrina et Ethan publiaient depuis Miami comme si la justice était déjà de leur côté. Ils avaient l'air bronzés, reposés et justifiés. Je ressemblais à une femme apprenant ce que l'isolement signifie vraiment, non pas être seul, mais être entouré de gens qui veulent qu'une version de vous échoue. Ainsi, l'histoire qu'ils ont choisie devient plus facile à croire. Quand la date du tribunal a été fixée, je pensais avoir enfin atteint le fond. Je ne l'avais pas atteint. Le fond m'attendait encore dans cette salle d'audience, avec la seule chose qui aurait pu être pire que de tout perdre. Découvrir pourquoi tout cela était arrivé. Le matin de l'audience, Los Angeles avait l'air offensivement normal. Les gens achetaient du café, klaxonnaient au feu, promenaient des chiens, vérifiaient les parcs-mètres, vivant à l'intérieur de problèmes ordinaires pendant que j'entrais dans un palais de justice pour me défendre contre ma propre sœur et l'homme qui m'avait un jour promis de m'épouser. Je portais le tailleur bleu marine que je gardais habituellement pour les réunions de donateurs et les présentations au conseil scolaire parce que j'avais besoin de me souvenir qui j'étais avant que ma vie ne devienne le spectacle de quelqu'un d'autre. Mon avocat était compétent, mais pas glamour, ce qui semblait soudainement approprié. Sabrina est arrivée avec l'air d'avoir loué le bâtiment pour la flatter. Ethan était à ses côtés dans un costume sur mesure, tout en lignes épurées et en expressions contrôlées. Si vous n'aviez pas connu l'histoire, vous auriez supposé qu'ils étaient les personnes raisonnables.
C'est le danger des gens qui savent se présenter. Ils entrent dans la pièce en ayant l'air d'être la conclusion. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était assez froid pour garder tout le monde alerte. L'avocat de Sabrina a ouvert avec une déclaration soignée sur les actifs cachés, les obligations de fiducie familiale et mes prétendus efforts pour dissimuler des documents qui affectaient matériellement l'équité de l'héritage. Le langage était propre. L'accusation était laide. J'étais dépeinte comme la fille négligée qui avait finalement décidé de punir tout le monde en accumulant une découverte valant des centaines de millions. Ethan était cité comme un témoin prêt à parler de mon secret et de mon instabilité dans les semaines suivant la lecture du testament. Je suis restée assise là et j'ai écouté ma vie être traduite dans le genre d'histoire dont les gens avides ont besoin pour se sentir innocents. Quand mon avocat s'est levé, il a plaidé ce qu'il pouvait. Que la structure de l'héritage était plus complexe que ce que Sabrina prétendait, qu'il n'y avait aucune preuve que j'avais vendu, transféré ou exploité quoi que ce soit. Que la spéculation et la suspicion n'étaient pas des preuves. C'était un travail décent, mais même moi, je pouvais sentir le déséquilibre. Sabrina avait la confiance, la performance et un récit que les gens voulaient croire parce qu'il faisait de l'argent une destinée. J'avais la retenue, la prudence et le visage épuisé de quelqu'un qui avait passé des mois à être attaqué pour ne pas s'être comporté de manière assez dramatique. Puis Ethan a été appelé. Le voir prendre la barre semblait plus étrange que n'importe quelle autre partie de l'audience jusqu'alors. Il avait l'air calme. Il avait l'air presque pensif. Il a parlé de mon état émotionnel après le testament, de mon isolement, des commentaires que j'avais faits concernant ce qui était caché dans la cabane. Il a omis sa trahison. Il a omis la bague sur la table. Il a omis le fait qu'il s'était déplacé dans l'orbite de ma sœur presque avant que mon côté du lit ne soit refroidi. Il parlait comme un homme donnant un contexte, pas comme un homme aidant à construire une arme. Sabrina le regardait avec une approbation silencieuse, et pendant une brève seconde, j'ai vu leur avenir clairement. Même s'ils gagnaient, ils n'allaient jamais se survivre l'un à l'autre. Les gens aussi creux finissent par manquer de miroir. Le juge venait de poser une question de suivi sur les documents d'héritage lorsque les portes de la salle d'audience se sont ouvertes derrière nous. Ce n'était pas un claquement dramatique. C'était un son simple. Des charnières, un mouvement, l'attention qui se déplace, mais toutes les têtes se sont tournées quand même. Et quand la mienne l'a fait, j'ai arrêté de respirer. Mes parents se tenaient dans l'embrasure de la porte pendant quelques secondes. Rien dans la pièce n'avait de sens. Ma mère semblait plus mince que dans mon souvenir et plus âgée autour des yeux, mais indubitablement elle-même. Mon père se tenait à ses côtés, plus droit qu'il n'en avait le droit après les mois où nous l'avions cru disparu. Margaret Holloway, l'avocate de la famille, est entrée derrière eux avec une expression qui semblait presque humaine pour la première fois depuis que je l'avais vue. Sabrina est devenue pâle d'une manière que je n'aurais jamais cru possible chez une femme si attachée aux apparences contrôlées. Ethan a même fait un demi-pas en arrière avant de réaliser que tout le monde pouvait le voir. Le juge a appelé à l'ordre, mais la pièce était déjà dans une autre réalité. Ma mère a été assermentée en premier parce qu'elle a insisté pour parler. Sa voix a tremblé au début, puis s'est stabilisée. Elle a expliqué que le vol en provenance d'Hawaï avait rencontré des conditions météorologiques sévères et avait été contraint à un atterrissage d'urgence dans une zone reculée, ce qui a déclenché une chaîne de communication, de confusion juridique et d'isolement médical. Je ne prétendrai pas avoir tout compris même pendant qu'elle le décrivait. Ce qui importait, c'était ceci. Ils avaient survécu. Ils se rétablissaient. Et avant que le processus de correction complet ne soit achevé publiquement, une décision avait été prise avec Margaret de continuer à retenir cette vérité pour une durée limitée parce que mes parents soupçonnaient déjà quelque chose qu'ils n'avaient jamais été disposés à tester ouvertement. Ils croyaient que si l'apparence d'un déséquilibre dans l'héritage était introduite, les gens autour de moi révéleraient exactement qui ils étaient. Je ne savais pas si je devais pleurer ou crier à ce moment-là. Le soulagement et la fureur sont des cousins plus proches que la plupart des gens ne le réalisent. Mon père a parlé ensuite. Il a admis que le testament que Margaret avait lu n'était pas le document de distribution final et contraignant, mais un instrument contrôlé créé pour révéler les motivations et le comportement sous pression. L'attribution du manoir de Miami à Sabrina avait été un théâtre temporaire. L'attribution de la cabane délabrée à moi avait été délibérée, non pas comme une punition, mais comme une confiance. Les documents dans la cabane étaient réels. Leur valeur aussi. Mon père a dit que lui et ma grand-mère avaient passé des années à construire des protections juridiques autour de la terre.
des structures de licence et de la propriété intellectuelle parce qu'il croyait que l'avenir à long terme de la résilience agricole hawaïenne importait plus qu'une vente rapide ou une richesse familiale ostentatoire. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit qu'il croyait que j'étais la seule qui s'arrêterait assez longtemps pour comprendre la différence entre posséder quelque chose de précieux et mériter le droit de le contrôler. La salle d'audience était silencieuse d'une manière que je n'oublierai jamais. Pas un silence performatif, un silence humain, le genre qui se produit lorsque la cupidité est dépouillée de son costume en public. Margaret a ensuite produit des dossiers montrant qu'aucun transfert final des actifs principaux n'avait jamais été légalement acquis par Sabrina. Des dossiers supplémentaires ont montré que mes parents avaient surveillé les tentatives de fouiner dans la cabane et avaient des raisons de croire que la pression extérieure n'avait augmenté qu'après que des rumeurs sur un héritage caché aient commencé à circuler. L'avocat de Sabrina a essayé de se reprendre. Le visage d'Ethan était devenu vide. Ma sœur s'est finalement levée et a demandé à ma mère comment elle avait pu lui faire ça. Pas à nous, à elle. Cette seule phrase a dit la vérité plus clairement que n'importe quel dossier de preuve. Elle n'était pas dévastée que ses parents aient failli mourir. Elle était dévastée que le test ne l'ait pas couronné. Ethan a essayé une fois de dire qu'il n'avait agi que sur ce qu'il croyait être une préoccupation légitime. Le juge a mis fin à cela presque immédiatement une fois que la séquence des événements est devenue claire. Le procès a été rejeté. Les allégations se sont effondrées. L'expression de Sabrina est passée de l'indignation à la peur quand elle a compris que le rejet n'était pas la fin. C'était le début. Parce qu'une fois que la correction officielle serait enregistrée et que le faux récit public s'effondrerait, chaque déclaration de parrainage, chaque publication insinuante, chaque réclamation légale et chaque campagne de rumeurs pointerait vers la même source laide, pas moi, eux. Je ne me suis pas levé pour prononcer un discours intelligent. Je n'en avais pas besoin. La vérité était entrée dans la pièce de ses propres pieds. Pourtant, lorsque l'audience s'est terminée et que les gens ont commencé à bouger, je me suis tourné vers Ethan parce qu'une partie de moi avait besoin de voir si quelque chose d'humain avait survécu en lui. Il m'a regardé avec l'expression stupéfaite d'un homme qui venait de voir l'échelle sur laquelle il grimpait se révéler n'être qu'une peinture murale. Il a dit mon nom une fois. J'ai continué à marcher. Ma mère a pris ma main dans le couloir et a commencé à pleurer avant moi. Mon père s'est excusé d'une voix si basse que j'ai failli la manquer. J'aimerais pouvoir dire que cela a tout arrangé. Ce n'est pas le cas. Cela a réglé la question de savoir si je m'étais trompé sur ma propre valeur. Et après toute une vie dans cette famille, ce n'était pas une petite chose. La correction publique est venue rapidement parce qu'il le fallait. Une fois que le dossier du tribunal a reflété la vérité, l'histoire que Sabrina avait racontée aux gens a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Mes parents ont publié une déclaration officielle par l'intermédiaire de leurs avocats d'abord, puis une déclaration personnelle plus courte qui a été partagée assez largement pour atteindre les mêmes coins d'Internet qui avaient pris plaisir à me démolir. Ils ont expliqué qu'ils étaient en vie, que le récit du testament avait été temporaire et incomplet, que de fausses affirmations avaient été faites à mon sujet. Et que les actifs familiaux principaux liés à la terre hawaïenne et à la propriété intellectuelle n'avaient jamais été disponibles pour une division désinvolte ou une exploitation opportuniste. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil. Il n'en avait pas besoin. La vérité sonne différemment quand elle n'a plus à mendier l'attention. Une fois la correction faite, tout ce que Sabrina avait construit sur l'implication a commencé à se retourner contre elle. Les marques ne se soucient pas des gens superficiels. Elles se soucient de la responsabilité instable. Son équipe de gestion l'a lâchée en quelques jours. Au début, elle a essayé de se présenter comme incomprise, puis manipulée, puis traumatisée. Mais le problème de vivre en ligne, c'est que vos anciennes légendes deviennent des témoins. Des clips ont refait surface. Des publications vagues sur la trahison ont été juxtaposées à la déclaration officielle lavant mon nom. Les commentaires sont devenus vicieux comme seuls les publics numériques peuvent l'être. Les mêmes personnes qui avaient autrefois inondé ces publications d'éloges ont commencé à la traiter de performative, d'avide et de cruelle. Les contrats ont été suspendus, puis annulés. Les invitations à des événements ont disparu. Les abonnés ont chuté si rapidement qu'elle a cessé de publier pendant près de 3 semaines, ce qui pour Sabrina était la chose la plus proche d'une disparition publique que j'ai jamais vue. L'effondrement d'Ethan a semblé différent, mais l'a blessé tout aussi profondément parce que son identité était construite sur le fait d'être pris au sérieux par des personnes ambitieuses. Son entreprise l'a mis en évaluation une fois que son témoignage,
son implication personnelle et son conflit d'intérêts apparent sont devenus impossibles à séparer du scandale public. Des messages internes ont été révélés lors d'un examen juridique de suivi qui l'ont fait paraître encore pire. Il avait discuté de scénarios de licence potentiels liés aux documents d'Hawaï avant d'avoir le moindre droit légal ou la moindre base éthique pour le faire. Il n'avait pas seulement été déloyal, il avait été opportuniste par écrit. La start-up l'a licencié. Soudain, l'homme qui m'avait un jour regardé et m'avait traité de trop petit envoyait des messages soigneusement formulés par des contacts mutuels pour demander si je serais disposé à clarifier qu'il s'était juste retrouvé pris dans une confusion familiale. Je n'ai jamais répondu. Il a essayé une fois directement. Il a envoyé un long courriel à 2h14 du matin disant qu'il avait été sous pression, que Sabrina l'avait manipulé, qu'il avait pris la pire décision de sa vie, qu'il voyait maintenant quelle femme j'étais vraiment. J'ai lu la première moitié, puis je l'ai supprimée. Certaines excuses ne sont pas du repentir. Ce ne sont que de la panique cherchant un endroit plus doux pour atterrir. Sabrina et Ethan n'ont pas duré beaucoup plus longtemps après cela. Les gens qui se lient par la trahison ne survivent presque jamais à l'exposition. Une fois que l'argent, l'image et le fantasme ascendant ont été dépouillés, ils se sont retrouvés seuls avec le caractère de l'autre. C'est une relation courte. Quant à moi, j'ai passé le premier mois après l'audience à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis tué exprès, non pas parce que je me cachais, mais parce que je voulais entendre mes propres pensées sans que la cupidité de tous les autres ne les envahisse. Mes parents et moi avons eu des conversations difficiles, le genre que les vraies familles évitent jusqu'à ce que la vie ne leur laisse aucune issue polie. Je leur ai dit ce que leur schéma m'avait fait au fil des ans. Je leur ai dit que survivre à un incident d'avion n'effaçait pas les dommages d'une vie de déséquilibre. Ma mère a pleuré plus d'une fois. Mon père ne s'est pas défendu autant que je m'y attendais. Pour la première fois, il semblait moins intéressé à paraître de bons parents qu'à comprendre s'ils en avaient réellement été. Cela comptait, non pas parce que cela effaçait le passé, mais parce que la responsabilité est le seul terreau dans lequel la confiance peut repousser en quelque chose qui vaille la peine d'être gardé. Finalement, la structure finale de l'héritage a été clarifiée. Le contrôle légal sur le cadre des terres protégées, la direction des licences et la propriété intellectuelle associée a été placée sous mon autorité avec des dispositions de préservation strictes. En termes simples, j'avais le pouvoir de décider comment ces actifs façonneraient l'avenir. J'ai su tout de suite que je ne les traiterais jamais comme un jackpot. Ce n'était jamais le but. J'ai travaillé avec des conseillers juridiques et environnementaux à Hawaï pour renforcer les protections de la fiducie foncière et m'assurer que le profit à court terme ne pourrait pas dévorer la responsabilité à long terme. J'ai créé une fondation en utilisant une partie limitée des revenus de licence. Une branche a financé des programmes d'accès à l'éducation en Californie et à Hawaï pour les étudiants issus de communautés sous-financées. Une autre a soutenu la formation en agriculture durable et les initiatives de gérance locale liées à la terre que ma grand-mère avait passé des années à protéger. Cela semblait juste. Pas propre, parce que rien du chemin parcouru n'avait été propre, mais juste. La cabane sur la grande île a été réparée lentement et soigneusement. J'ai conservé autant de sa structure originale que possible. Le porche ne s'affaissait plus. Les fenêtres ne claquaient plus à chaque rafale. L'odeur à l'intérieur est passée de la moisissure et de la négligence au cèdre, à l'air salin et au café le matin. C'est devenu un endroit où l'histoire ne semblait plus être un fardeau. Elle semblait être une responsabilité choisie délibérément. Mes parents m'ont rendu visite la première fois que les réparations ont été vraiment terminées. Ma mère s'est tenue dans la cuisine et a pleuré silencieusement au comptoir. Mon père a parcouru la limite de la propriété en silence, puis est revenu et m'a dit que ma grand-mère aurait approuvé ce que j'avais fait. Cela signifiait plus pour moi que je ne l'ai laissé voir. Je ne vais pas vous dire que la fin et que ma famille est devenue parfaite, car cela transformerait ceci en une fiction trop propre pour être utile. La vraie fin est meilleure que cela. J'ai arrêté de chercher l'amour de personnes qui ne savaient offrir leur approbation que lorsque j'étais facile à ignorer. J'ai arrêté de confondre l'endurance avec la paix. J'ai arrêté de croire qu'être bonne signifiait être prête à disparaître pour le confort des autres. Ce que j'ai appris de tout cela est quelque chose que j'aimerais que chaque personne qui a déjà été sous-estimée par sa propre famille puisse entendre tôt. L'argent ne construit pas le caractère. Il le révèle. Le statut ne crée pas de valeur. Il expose si vous en avez jamais eu. L'éducation, l'empathie, l'intégrité et la responsabilité envers quelque chose de plus grand que soi sont ceux qui perdurent lorsque l'image se consume.
La chose la plus précieuse que ma mère m'ait laissée n'était pas cachée sous les planches d'une cabane en ruine à Hawaï. C'était la preuve finale que j'avais eu raison de protéger ce qui comptait, même lorsque tout le monde autour de moi me traitait de naïf pour l'avoir fait. Et s'il y a une leçon à retenir de mon histoire, c'est celle-ci. Ne laissez jamais les gens qui vénèrent les apparences vous convaincre que vos principes silencieux sont une faiblesse. Parfois, les personnes qui semblent les plus petites dans la pièce sont les seules assez fortes pour ne pas vendre ce qui ne devrait jamais être à vendre.